Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur les interfaces utilisateurs et le design UX. Vous êtes un peu plus d'une trentaine à vous être connectés, donc on va démarrer si vous le voulez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'interface intuitive, naturelle, de charge cognitive, de comportement d'utilisation sur les différentes interfaces, notamment numériques, et de besoins aussi, de besoins à identifier pour chacun des utilisateurs, et aussi de frustration, frustration des utilisateurs qui, comme vous et moi, tous les jours être confrontés à des usages, à des interfaces numériques, et ça ne marche pas forcément comme on le souhaite. Alors, l'objectif de ce WebTech, c'est de vous sensibiliser aux différentes problématiques auxquelles sont confrontés les experts du design UX qui sont nos invités aujourd'hui, donc BeMind et Twito. Ils construisent pour vous donc des interfaces produits. Ils vont partager avec vous donc des solutions, mais aussi des méthodologies, et vont souligner des points clés, des points d'attention à valider pour concevoir une bonne solution d'interaction homme-machine. Et c'est vrai que l'analyse du besoin est clé avant le développement de ces interfaces. Alors, sans plus attendre, je voulais vous informer que vos micros, pour des questions d'organisation, sont tous coupés. Par contre, vous avez la possibilité, et c'est même bienvenu, d'interagir avec les experts, donc Twito et BeMind, avec le module questions qui est dans votre menu GoToWebinar, donc par écrit. Je sélectionnerai les questions et je les donnerai à l'oral. Et puis, si vous avez une question ciblée pour Twito, eh bien, il suffit dans le module questions d'écrire #Twito. Et si elle est ciblée pour BeMind, #BeMind. Je voulais aussi vous informer que ce WebTech est enregistré et sera disponible en replay à tout moment et pour tous. Et les présentations de Twito et de BeMind seront également disponibles dès demain, normalement, sur l'intranet SCS, donc accessible uniquement pour les membres SCS. Voilà. Petit. Ah, vous ne voyez pas ma présentation? Ah oui, il y a un petit problème. Donc, je vais revenir en arrière. Oups. Voilà. Donc, je vous disais des hashtags. Alors, aussi, petit rappel sur les axes stratégiques SCS et de quoi on parle. Alors, je rappelle que l'axe stratégique pour la phase 4 des pôles SCS, donc quatre écosystèmes, 4 atouts, d'un savoir-faire très fort en microélectronique, en sécurité numérique, en IoT, objets connectés, capteurs, et tout ce qui est intelligence artificielle, big data, qui adresse donc 5 marchés prioritaires, un peu plus, mais on va dire en priorité tout ce qui est industrie du futur, tout ce qui est smart city, smart territory, tout ce qui est santé, santé connectée notamment, mais aussi bien-être, tout ce qui est véhicules connectés, intelligents, autonomes aussi, et tout ce qui est transport de biens, de marchandises et de logistique. Donc, en fait, nous sommes bien dans le contenu, enfin dans les axes stratégiques de SCS, puisque on va parler d'interface utilisateur, mais finalement qui concerne tous ces marchés, et également tous ces axes technologiques très forts. Vous avez été confronté à des interfaces numériques, aussi bien, je dirais, dans le véhicule connecté que pour des machines dans le domaine de la logistique ou des machines industrielles. Et alors, une petite intro sur un service, je dirais, fort de SCS, qui est l'accompagnement de projets innovants et l'identification de partenaires et l'aide au montage, mais aussi l'identification de dispositifs de financement, pour vous aider à prendre du risque et à innover dans les projets innovants de R&D. Donc là, on a 2 exemples de projets R&D qui ont été sélectionnés en 2020, donc c'est très frais, sur le sujet donc des interfaces utilisateurs, interfaces numériques et du design UX. Le premier est Reveo UX, dont le porteur est NPX Lab, qui est un membre SCS du côté de Sophia Antipolis chez nous, qui a une durée de 12 mois. Et voilà, dont l'objectif est de personnaliser les interfaces numériques de manière dynamique en fonction du comportement de l'utilisateur, de ses habitudes et de ses ententes. Et notamment, il y a aussi un aspect intéressant qu'on verra d'ailleurs aussi avec BeMind, qui est l'utilisation de l'IA et le big data à partir des données collectées, donc les données collectées qui sont parfois hétérogènes selon différentes sources, mais il y a une analyse comportementale prédictive en temps réel de l'utilisateur, et ces données qui sont par exemple issues de captures d'écran,
de mouvements de souris, des entrées clavier ou des données techniques ou des données géographiques, vont permettre ensuite à des modèles IA de faire des analyses et de prédire eh bien, le comportement de l'utilisateur. Donc ça, c'est un des premiers projets. Puis le deuxième projet, c'est Voice Control. Alors, je parle sous ton contrôle, justement, Jérôme, puisque Twito en est le porteur, qui cible effectivement le milieu médical et notamment les EHPAD pour assister le personnel médical dans le pilotage d'appareils médicaux, mais aussi de mobilier hospitalier ou la saisie d'informations relatives aux patients. Donc, si tu veux, Jérôme, tu pourras en dire deux mots, mais en tout cas, ce sont deux illustrations très concrètes et très récentes, deux projets montés par des PME, des startups SCS, labellisés par SCS et surtout sélectionnés pour un financement public, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors, au programme, on parlera de définition peut-être pour que vous soyez tous au même niveau d'information par rapport à ce sujet, alors qui n'est pas encore une fois classique, je dirais pour SCS, mais qui intéresse à mon avis tout le monde, sur tout ce qui est donc interface utilisateur, data visualisation. Et ça, ces définitions vont venir, je dirais, au gré enfin, au fur et à mesure des interventions de Jérôme Vial donc, et de Jane. J'ai oublié le nom de famille. Voilà, Jane Bourguignon, pardon. Et puis ensuite, on verra d'abord avec Twito comment développer rapidement et à moindre coût une interface utilisateur, et garantissant bien sûr un succès auprès d'utilisateurs, donc non pas frustrés, mais contents effectivement d'interagir et que ce soit souple, naturel et intuitif. Et c'est vrai que aussi bien avec Twito et avec BeMind, on va comprendre l'intérêt du prototypage, l'intérêt de bien comprendre en amont le besoin du client avant de développer ces différentes interfaces. Et bien sûr, ils partageront avec vous leur expérience, voilà, leur méthodologie, leur démarche, et aussi, ce qui est intéressant, c'est bien sûr les différents cas d'usage très concrets auxquels ils ont été confrontés, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre l'intérêt de faire appel à ce type d'experts. Donc j'espère que d'ailleurs vous aurez l'occasion finalement de les solliciter pour vos projets à l'avenir. On est là bien sûr pour faire le lien ou la mise en relation si vous le souhaitez. Donc de même avec BeMind, avec un focus plutôt sur les sciences connectives au service du projet digital, avec également 3 cas d'usage très concrets et très intéressants. Et bien sûr, la session questions-réponses. Donc, je vous invite encore une fois à poser vos questions par écrit. Je dirais pas à la fin, mais pendant l'intervention de BeMind et du Twito, de manière à ce que on puisse ensuite dérouler les questions de manière fluide avant de clore ce webinaire. Et une dernière petite chose logistique aussi, à la clôture du webinaire, dans la demi-seconde qui suit, vous recevrez un questionnaire de satisfaction et je vous remercie d'y répondre. Ça vous prendra un peu moins d'une minute, mais ça nous aide à améliorer ce type de prestation pour les prochains. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Jérôme Vial, donc CEO de Twito. Alors, Jérôme, rappelle-moi, tu préfères que je passe la présentation en PPT, en PDF ou tu prends la main Dis-moi ce que tu préfères. Non, je pense que avec le test, je vais te laisser la main sur le PowerPoint. D'accord, ok. Alors peut-être que tu peux te présenter pendant ce temps-là, le temps que je charge. Pardon, excusez-moi. Oui. Bonjour à tous. Merci déjà au pôle SCS pour l'organisation de ce WebTech. Et aussi merci pour l'accompagnement du pôle dans le cadre de notre projet de R&D l'année dernière. Effectivement, c'est très frais puisque tout a été terminé fin d'année, vraiment le 15 décembre dernier. Donc encore merci au pôle SCS de son accompagnement là-dessus. On avait recommandé peut-être de fermer la caméra. Non, je ne sais pas si c'est la peine ou pas. C'est ça, oui. Pendant l'intervention. Donc, je ferme ma caméra. Donc voilà, donc bonjour à tous. Donc Jérôme Vial, moi je suis le directeur d'opération chez e-commerce chez Twito. On est basé à La Ciotat depuis 2018 maintenant. Et nous, Twito, on va se concentrer un peu au-delà de l'interface. On aime parler aussi de la notion d'interaction. Donc l'interaction, le design d'interaction homme-machine. Dont l'interface est partie, mais c'est aussi la notion de tout ce qui va autour de l'interface, en plus de l'interaction, comment l'homme va appréhender la machine.
Design for the user, ça c'est vraiment la notion, bon, c'est un peu peut-être au-delà de la mode de la notion de design UX. Donc design UX, user experience. Au-delà de la mode, c'est vraiment, je pense, une façon de penser où on essaie de se repositionner. On aime beaucoup le user-centric. C'est deux thèmes qui finalement paraissent un peu galvaudés, mais qui ont besoin quand même, sur lesquels on a besoin d'insister. C'est vraiment de designer des applications, de la technologie pour l'utilisateur et pas simplement pour faire de la technologie. Donc ça, c'est vraiment le but de Twito. On a les deux fondateurs ici, on a une vingtaine d'années d'expérience dans le consumer électronique et les interfaces utilisateurs, où on a vu trop de temps passé de R&D à designer des choses qui finalement n'étaient pas adaptées à l'utilisateur, mais on était très content de faire de la technique. Donc là, maintenant, c'est vraiment retourner ce concept-là pour dire, bon ben, on va à l'utilisateur. Pourquoi ben voilà, l'exemple, merci Fabienne Next. Sur la prochaine slide, on voit aujourd'hui, donc ça c'est vraiment un exemple assez marquant. Donc ça c'est le cockpit spatial, dont la shuttle Atlantis en 2011 et SpaceX de Elon Musk en 2020. Les technos sont matures. Aujourd'hui, les technos sont matures. On peut se permettre de repenser, de redesigner, de penser à de nouvelles formes d'interaction. Ce sont des interactions qui deviennent de plus en plus, on va parler de naturel ou d'intuitif pour l'utilisateur, ce sont des interactions de tous les jours, les écrans tactiles, on va parler de la voix, on va parler de choses. On peut aujourd'hui repenser et éliminer tous ces facteurs de stress ou ces facteurs qui ne facilitent pas la transmission des opérations. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment une maturité des technos qui nous permettent d'avancer et d'intégrer des nouvelles choses. Next. Donc, voilà, donc nous, Twito, on va se concentrer sur l'interaction, comme je l'ai dit, au-delà de l'interface, incluant l'interface, mais l'interaction machine, intuitive et contextuelle. Intuitive, c'est la notion de naturel, il faut qu'il y ait vraiment un instant expertise, enfin une expertise instantanée, pardon, où l'opérateur ou l'utilisateur va venir et il va savoir quoi faire. Et surtout, savoir naviguer. On va reprendre les codes qu'on retrouve dans l'exploitation soit analogique, soit dans les codes qu'on va reprendre dans les systèmes qu'on a aujourd'hui à portée de main tous les jours. Et contextuel parce que tout doit s'adapter. Ça doit s'adapter au contexte. Il y a des situations, il y a des choses qu'on peut faire dans certains contextes qu'on ne pourra pas faire ailleurs. Travailler aussi beaucoup, on va beaucoup travailler chez nous sur la partie du workflow applicatif, c'est-à-dire vraiment le multi-device, une interface ou une interaction, une interface, on va dire, doit voyager de plusieurs systèmes. On voit un des exemples qu'on a mis en place avec Onera où on a une table de travail qui est une table collaborative, interactive et tactile, sur laquelle on peut aussi jouer avec certains objets, qui va émettre sur un écran de diffusion. Donc après, on a la gestuelle et puis on a aussi des objets tangibles qui permettent un retour haptique ou un retour physique à l'opérateur qui ne se retrouvera pas perdu si on lui enlève tous les boutons de sa machine tout d'un coup. Et à la fin, le but vraiment, et je pense que ça, beaucoup des experts qui participent le savent ici, l'interface doit être invisible. Elle ne doit pas apparaître. L'opérateur doit venir, l'utilisateur doit venir et ne doit pas voir l'interface. Il ne doit pas se dire, tiens, quelle interface. Elle doit être invisible. Son absence, clairement, ne l'est pas. Si on doit commencer à chercher, à fouiller, là, on se rend compte qu'on est dans le faux. Merci. Prochaine. Donc, nous, chez Twito, on a développé deux grands pôles produits qui nous permettent, où nous, on va se concentrer beaucoup sur la partie, en fait, prise en compte de l'analyse et on va vraiment partir sur la partie de design, de prototypage et d'itération. Donc ça, vraiment, pour nous, c'est le cœur du métier de Twito, c'est cette capacité à permettre à nos clients et à mettre à disposition de nos clients deux grands pôles produits qui sont un framework logiciel et des plateformes interactives sur lesquelles on va tester un certain nombre d'interactions. Mais on va vraiment, ça c'est les deux grands pôles produits qu'on a développés, qu'on met à la disposition, et vraiment parce qu'on va se concentrer sur le prototypage, l'itération. Allez, on retourne, on refait du design, on refait de l'analyse, on regarde ce qui marche, on regarde ce qui marche pas pour aller vite, bien et à moindre coût. Merci.
se concentrer, donc encore une fois, se concentrer sur la partie natural user interface, vraiment pour avoir un plaisir un peu intuitif. Il faut que l'opérateur vienne sans frustration. Donc, Fabienne a évoqué un peu plus tôt la notion de frustration. Il faut vraiment qu'on enlève toute frustration sur l'utilisation. C'est là que le succès d'un produit va avoir le succès. Si l'opérateur vient et qu'il prend du plaisir, à la limite, il a un confort à opérer avec la machine. Donc là, on va travailler sur la partie intuitive, la partie facile, la partie naturelle, vraiment naturelle, dans le sens où c'est ce qu'il fait tous les jours aussi. Et puis à terme, c'est vraiment pour essayer de lui donner le plus de rapidité à son interaction. Merci. Voilà, donc là, très rapidement, on va balayer un peu les solutions matures disponibles aujourd'hui qu'on peut déployer assez facilement et qu'on peut tester dans un monde professionnel quand on voit qu'on les a déployés facilement dans un monde personnel. Donc voilà, les écrans tactiles, ça, on est tous aujourd'hui très familiers avec cette logique-là. Le touchpad dans certaines catégories, la tablette graphique qui apporte quand même beaucoup de confort et de facilité au travail quand on doit travailler sur un écran, mais on veut quand même avoir à la main le stylo pour pouvoir le dessiner. Et bon, ne parlons pas de nos téléphones ou de nos tablettes à la maison où là vraiment on commence à comprendre des notions d'haptique, on commence à comprendre la prochaine slide, je pense, un des grands les grands travaux qu'on lance, nous, aujourd'hui, chez Twito, comme évoqué un peu plus tôt, sont sur la commande vocale. Donc, c'est la synthèse vocale, le retour sonore, toute la notion autour du son et de ce qu'on fait, comment on commande une machine. Aujourd'hui, on voit très bien que ça apporte un confort quand même. Il y a beaucoup d'investissements à faire, il y a beaucoup d'IA, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais on pense que c'est vraiment une mode d'interaction qui va vraiment évoluer très rapidement. Next. La commande gestuelle. Donc, on a fait aussi beaucoup de travaux pour intégrer des notions de commande gestuelle. Et là, on se rend compte qu'il y a des applications pour lesquelles ça peut être utile. Après, il faut vraiment toujours travailler. On avait évoqué avec pas mal de partenaires ces notions-là, mais il faut travailler sur la notion de confort, d'ergonomie et de travail. Et après, c'est vrai que la commande gestuelle, on le voit dans 2 exemples ici sur la slide, c'est plutôt sur des notions peut-être de véhicules où on doit commander un objet sans avoir forcément à le toucher et de loin, comme ça évite de détourner l'attention et d'avoir l'attention sur l'écran versus la route. Mais ça, c'est un des modes d'interaction aussi sur lequel on a beaucoup travaillé, sur la reconnaissance de la main et ce genre de choses. Prochaine slide. La commande par le regard, donc l'oculométrie. En allant un peu au-delà de la commande par le regard, qui peut être aussi une des notions, on peut travailler aussi sur la notion de caméra qui regarde le visage pour la reconnaissance émotionnelle. Donc ça, c'est pour gérer tout ce qui va être frustration éventuellement à travers une application, si on se rend compte que on peut traiter aussi les notions de fatigue d'un opérateur et la commande par le regard peut aussi s'appliquer sur des très grands écrans ou sur des très grandes applications qui peuvent avoir leur utilité. Donc ça aussi, c'est des choses à regarder qui sont aussi aujourd'hui assez matures en termes de technologie. Next. Les interfaces tangibles, donc ça c'est la notion de dire vraiment d'apporter au-delà de l'interface tactile, d'apporter un certain nombre d'outils qui donnent des repères à l'opérateur. Donc ça permet des contrôles plus fins, ça permet des contrôles plus physiques, ça permet aussi des opérations, encore une fois, un peu comme dans la notion de gestuelle, ça permet des opérations sans avoir à toucher l'écran, sans avoir à se concentrer sur l'écran lui-même. Ça permet des modélisations, comme on voit sur l'image du haut. Après, il y a une partie un peu plus ludique sur la table de jeu, mais on a vu certains restaurants qui faisaient leur menu là-dessus, qui simulaient tout tas de plats et de menus. Et après, il y a un côté ludique aussi où on permet de manipuler des objets et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment les idées de contrôle fin et de pas forcément enlever tous les contacts de l'opérateur avec la machine. Mais de pouvoir aussi multiplier l'exploitation de ces boutons
en fonction de là où on est dans l'application et de ne pas multiplier les boutons. Donc ça, c'est vraiment si on veut enlever partie électromécanique sans tout enlever forcément pour que l'opérateur ne se perde pas. La prochaine. Donc ça, c'est la réalité augmentée, là où on voit aujourd'hui quand même beaucoup de travaux qui sont lancés là-dessus. Pour la partie maintenance, pour la partie installation, on voit pour la diffusion d'informations sans perdre l'image. Pokémon Go, peut-être un autre exemple aussi, mais ça fait partie de ces exemples. On voit aujourd'hui typiquement des gens comme Airbus Hélicoptère qui ont implémenté pas mal de solutions autour de ça, l'automobile pour la construction et la fabrication. Merci. Tout ça, c'est très bien. Donc, on a effectivement toutes ces opérations et tous ces modes d'interaction et développement d'interface. Par contre, c'est pas nécessaire. C'est là qu'il faut quand même se poser la bonne question du quel mode d'interaction est viable, fiable et pertinent dans mon cas. Donc, c'est vraiment de la customisation de l'interface et de l'interaction. Je m'y perds un peu entre mes interfaces et mes interactions. Mais c'est la notion, voilà, il y a tous ces modèles-là. Ils sont disponibles. La technologie est mature. Je peux les intégrer. Est-ce qu'ils ont du sens pour moi? Comment je fais pour apporter à mon opérateur, sans le perturber, avec de manière progressive, des modes d'interaction et des interfaces qui font qu'il va continuer à être performant, il va se sentir plus à l'aise, il va prendre plus de plaisir, il va être plus confortable, il va mieux performer et je vais pouvoir aller au maximum de la performance aussi de ma machine. Donc, toutes ces interactions sont là. Et maintenant, il faut analyser, observer, designer, tester, prototyper pour savoir lequel a le plus de sens dans le cadre de votre application. Merci. Donc, les grands drivers, donc, ce qu'on retient, parce que ce qui nous amène à penser les produits interactifs, c'est vraiment l'expertise instantanée. C'est-à-dire que l'opérateur arrive dans sa console ou son interface, son application, et il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire, il a compris, on a appris tous les codes, tous les codes de ce qu'il fait dans le monde par ailleurs. Et il sait ce qu'il doit faire. Le progressive learning, c'est l'homme apprend à exploiter de plus en plus son application et son interaction, son interface, mais aussi l'interface va apprendre. Nous, on va apprendre et on va modifier l'interface et on va la faire avancer, évoluer en même temps. Donc ça, c'est vraiment la notion d'interactive product. C'est vraiment cette notion de dire il va y avoir une progression. C'est pas je l'ai fait une fois et je m'arrête là. C'est vraiment on va le travailler, on va continuer à le travailler directement. L'interaction directe, c'est vraiment qu'il sait naturellement ce qu'il va faire. Deux doigts sur un écran tactile, je vais zoomer. Ce genre de choses. Et voilà, c'est pour limiter la charge cognitive. On reviendra un petit peu plus sur le cognitif, mais dans un autre cas avec BeMind. Mais là, c'est vraiment la notion de charge cognitive où il doit éviter toute forme de stress qui pourrait perturber ses opérations, la qualité de son travail. Next. Donc, le design d'interaction, là, je pense que beaucoup d'entre vous sont familiers avec ce principe-là, ce slide. Là, ce qu'on voudrait dire surtout, c'est qu'il faut avoir envie de le faire. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens en temps, il faut se donner les moyens éventuellement financiers, mais c'est surtout en temps. Il faut avoir envie de se dire, je prends le temps de repenser, je prends le temps de retravailler l'interaction, je prends le temps d'amener sachant que tout ça peut être très itératif dans le sens prototypage, mais itératif dans le sens on va déployer un projet et ce projet peut être fait en phase, c'est-à-dire qu'on va pas tout casser et passer à autre chose et essayer de tout révolutionner. On va pas faire en un an, on va pas faire le modèle de la navette Atlantis vers la modèle SpaceX. On va progressivement amener ces changements. Mais donc c'est vraiment des bulles, c'est vraiment des étapes assez importantes qui est vraiment la définition du besoin, l'analyse, le design, le prototypage. Éventuellement, on retourne une itération pour retourner à l'analyse, refaire du design. C'est des cycles qui sont hyper importants parce que c'est là qu'on va, avant d'arriver à l'implémentation et au déploiement, où là, on doit se garantir l'adoption de l'interface et l'interaction
et que le système marche et que le système est accepté par l'utilisateur final. Donc, vraiment, la notion de définir le besoin. Donc là, on peut aller à la prochaine slide, où on va faire de l'observation vraiment in situ. Bon, là, il y a beaucoup d'experts et puis on voit qu'il y a quand même plusieurs cas d'application. Il y a beaucoup de cas d'application et chaque expert va déterminer la méthode appropriée. Il y a beaucoup de méthodes d'observation et chaque expert va développer et déployer sa méthode qui sera à chaque cas applicable à chaque cas. Merci. L'analyse, ça c'est quand même très important parce qu'il faut aussi ressortir. Il faut essayer d'éviter toute la notion de gut feeling, c'est-à-dire de ce qu'on pense être vrai. Et là, il faut vraiment travailler de concert avec les experts, bien sûr, du design, les décideurs du niveau produit, du niveau industriel, mais aussi l'utilisateur final. Il y a tout un travail qui est fait là pour vraiment essayer de déterminer quels sont les quick wins, les long wins, sur lesquels on va devoir travailler et investir. Et ça, encore une fois, pas mal de méthodes et les experts sont assez disponibles pour ça. Donc là, nous, on va plutôt intervenir. Donc là, Twito va travailler beaucoup sur la notion de logiciel et de matériel, sur le design, l'ergonomie, l'esthétique, avec quoi on veut travailler. On va partir de design system publicly available, donc vraiment dans le sens où on part de solutions qui existent. C'est-à-dire qu'on part d'existants, mais qu'on va customiser parce que l'existant, il est tout à fait disponible. Tous ces systèmes, design system, logiciels sont disponibles, mais on va nous les customiser en fonction de l'application parce qu'on se rend compte que même si c'est la notion de natural interaction et d'expertise instantanée. Et là derrière, on va apporter la customisation pour qu'on retrouve, qu'on associe le naturel avec ce qui est nécessaire dans le cas. Donc toutes les règles d'usage, les habitudes qu'on peut avoir, ce genre de choses dans le métier. Merci. La partie très importante, enfin que nous on considère comme très importante, le prototypage. Et là, ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut vraiment, il y a vraiment plusieurs notions dans le prototypage. On retiendra le prototypage. On peut faire des mock-ups en carton. On peut travailler sur nos interfaces tactiles. On peut travailler sur des speakers ou des micros. On peut intégrer des caméras dans des écrans pour faire de la visuelle. Il y a plusieurs étapes de prototypage qui nous permettent d'avancer très rapidement et d'itérer très rapidement sur les idées qui ont été pensées sur la phase de design. Et donc, le cycle vraiment important, c'est de dire, bon voilà, j'arrive à l'analyse, j'ai fait du design, j'ai fait du prototype, mais c'est pas là que je vais pas forcément partir en implémentation et en déploiement, ou en développement, mais si je reconnais quelque chose, ben je vais repartir en analyse. Je récupère des informations du prototypage et je repars et je fais des cycles. Cette itération sur laquelle Twito apporte des solutions vraiment, je pense, assez matures aujourd'hui, avec le logiciel, la brique logicielle et la brique hardware matériel. Merci. Voilà, donc typiquement, vous voulez tester de l'ergonomie, vous testez des inclinaisons d'écran, vous voulez tester un certain nombre de retours physiques, vous voulez tester une interface homme-machine, vous voulez tester un head-up display. Voilà, vous avez tout type de modèles et on peut aller du très high-end au basique, boîte en carton, et on dit, bon, est-ce que ergonomiquement ça fit pour l'opérateur? Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on fait nous. Et voilà, tout le travail qu'on peut faire sur les interfaces, qu'est-ce qu'elles sont visuelles, est-ce qu'elles parlent à l'opérateur, les écrans courbes, parce qu'un écran courbe apporte du confort et une exploitation spécifique, est-ce que c'est nécessaire, des objets tangibles, la visualisation et les couleurs, ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point sur lequel on insiste beaucoup, nous, c'est le prototypage, comme vous l'avez compris. On veut créer un objet qui va reproduire ce qu'on va déployer, parce qu'on veut le tester, on veut être capable d'avoir un retour avant de lancer, on va dire, l'artillerie lourde sur la partie implémentation et déploiement, et de faire des investissements conséquents qui seront difficiles à corriger une fois fait. On sait très bien qu'il est plus facile, certainement moins cher, de revoir un petit peu un prototype que d'aller repenser un produit qu'on a lancé en industrialisation.
Merci. Voilà, donc après, ça c'est vraiment la phase finale de l'implémentation et du déploiement. Là aussi, on va travailler, nous, sur toutes nos plateformes logicielles. C'est sans prendre le métier de nos clients, le design d'interface et d'interaction, mais d'interface, c'est un métier particulier. Enfin, c'est un métier à part sur lequel il faut quand même vraiment penser. Là, il va falloir définir des spécifications très précises. Et puis l'implémentation est un échange permanent entre les produits, les utilisateurs et le designer, développeur. Donc là, c'est vraiment sur cette partie-là que nous, on va apporter une grosse valeur ajoutée sur la partie développement de l'interface. La leçon, peut-être juste, la leçon, c'est vraiment encore une fois, j'insisterai sur le fait que la démarche est nécessaire. À notre avis, si on fait ça, c'est parce qu'on pense que la démarche est nécessaire, mais et elle est utile. Donc, en dehors du design UX et de tout ce qu'on peut en penser de temps en temps dans l'effet de mode, il faut vraiment s'engager il faut se dire qu'on a envie de le faire, on a compris le besoin de le faire et on sait qu'on va apporter de la valeur. Et donc, nous, sur la partie priorisation, il y a deux phénomènes que j'ai déjà abordés. C'est la notion de dire, je le fais de manière itérative. Donc, je vais revenir en arrière si jamais je fais le prototypage et je vais revenir, je vais faire mes tests. Et puis, itérative dans le sens où il y a des phases. Je vais prendre petit à petit ces changements, je vais accepter ces changements et je vais faire accepter petit à petit ces changements à mes opérateurs et à mes utilisateurs pour à la fin leur apporter une solution vraiment optimum. Donc, c'est les deux choses. Donc, ça, c'est vraiment la partie, il faut stratégiquement, quand on doit parler à ces efforts de design, c'est les deux éléments. Il faut vraiment se donner les moyens de le faire, se donner le temps de le faire. Et puis après, il faut vraiment se dire, bon, je vais l'apporter petit à petit. Merci. Donc voilà, très rapidement, c'est juste par rapport à Twito. Donc Twito, notre machine interface, notre User Interface Factory. On va travailler sur l'interaction, le design d'interaction, comme je vous l'ai dit, le design d'interface, deux choses complémentaires. Le DevOps, donc ça c'est vraiment la partie logicielle, tout ça, et la partie vraiment test, framework, design et fonctionnel. Donc, une équipe pluridisciplinaire, on va beaucoup travailler sur la partie product design, mechanical et bien sûr Software Factory qui est vraiment un des pôles importants des efforts et de ce qu'on fait nous chez Twito sur la partie développement logiciel pour l'interfaçage. Merci. Et donc voilà, donc ça on a tous, je pense que, enfin, en tout cas ma génération, qui est peut-être pas celle de tous les participants, mais je pense qu'on garde tous en tête cette image de Tom Cruise qui manipule les informations, les bras en l'air sur un écran superbe dans Minority Report. On se rend compte que finalement, manipuler tout un tas d'informations pendant très longtemps, les bras en l'air devant un écran transparent, c'est pas toujours le plus idéal. J'espère que certains d'entre vous auront des commentaires. Enfin, si vous avez des commentaires sur ce concept-là, n'hésitez pas à la fin du séminaire. En tout cas, merci. Voilà, c'est tout pour Twito. Merci beaucoup Jérôme. C'était passionnant. Je vois que il y a une ou deux questions posées, donc c'est très bien. Je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le module questions. Elles seront traitées à la fin des deux interventions de nos deux experts. Et sans plus attendre, donc je vais passer la parole à Jane, donc de BeMind, fondatrice et CEO de BeMind, que je désigne comme présentateur. Donc Jane, si tu veux bien ouvrir ta caméra et ton micro, et puis montrer le diaporama, voilà, voilà. Je n'arrive pas à tout faire en même temps. Alors, je crois que oui, c'est bon, vous voyez mon écran. Et oui, on voit ton écran, c'est bien. On est là. Okay. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, c'est Jeanne du coup de BeMind. Merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. On va bien discuter. Je pense que vous allez voir surtout que Twito et BeMind, on est très en alignement sur beaucoup de sujets, donc c'est top. Je vais juste rapidement débrancher ma caméra juste pendant la présentation, histoire que ça ne sature pas, et comme ça, on sera tranquille. Donc, le sujet du webinaire aujourd'hui, effectivement, c'est de parler, donc moi, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce qui se passe dans le cerveau humain pendant une interaction avec une interface digitale.
Et du coup, alors ça ne marche pas très bien. OK. Et du coup, potentiellement, vous avez pu, avec soit vos logiciels métiers, soit vos sites internet, vous rendre compte que vos utilisateurs, ils font pas exactement ce que vous avez envie de faire. C'est possible qu'ils n'arrivent pas à utiliser votre logiciel alors que vous l'avez développé précisément pour que ce soit hyper facile à utiliser. C'est possible qu'ils restent pas hyper longtemps sur votre site internet et qui s'en vont directement sans interagir avec celui-ci. C'est possible qu'il y ait que quelques personnes qui remplissent votre formulaire. Et tout ça, des fois, c'est un petit peu frustrant. Et c'est sur ça que BeMind travaille. Donc moi, je travaille exclusivement sur les interfaces digitales, beaucoup sur des sites web et sur des logiciels métiers. Alors avec des niveaux d'interaction qui sont du coup un peu moins divers que Tuito, mais c'est pas grave, ça fait la richesse un petit peu du pôle SCS. Et l'objectif, c'est d'arriver à générer le comportement qu'on a envie d'avoir par rapport à nos clients. Donc, si notre objectif, c'est effectivement, on fait un e-commerce, on a envie que les gens achètent, ou on fait un landing page, on a envie que les gens laissent leurs coordonnées, ou on fait un logiciel, on a envie qu'il soit très facile à utiliser et très facile à comprendre du premier coup, tout ça, c'est des comportements qui sont spécifiques et que du coup, BeMind va travailler là-dessus pour faire en sorte que les interfaces génèrent ces comportements-là. Notamment, et ça c'est là où on se rejoint avec Tuito, en minimisant la frustration de l'utilisateur et en minimisant aussi l'utilisation de la charge cognitive. Alors la charge cognitive étant l'espace mental qui est utilisé pour la résolution de problèmes et donc pour la prise de décision. Et c'est pour ça que c'est aussi important dans l'interaction. C'est parce que c'est un peu l'espace mental qui est disponible pour savoir où est-ce que je clique, qu'est-ce que je fais, où est-ce qu'elle est l'étape suivante, où est-ce qu'il est le bouton que je cherche. C'est cet espace mental-là qui est utilisé. Et cet espace mental, il faut savoir qu'il est limité dans le cerveau, il est limité dans le temps et il est limité en intensité. Et c'est pour ça qu'on va chercher à minimiser son utilisation parce que si on le surcharge, en fait, la personne, tout bêtement, elle se désengage, elle sort de notre interface et c'est pas forcément ce qu'on veut. Il y a des fois, c'est ce qu'on veut, mais pas toujours le cas. Donc, on va regarder ensemble pour rentrer un peu dans le vif du sujet très rapidement 3 cas d'usage. Alors, c'est des cas d'usage qui sont de plus en plus complexes. Donc, ce qui est valable pour le premier est valable pour le deuxième et ainsi de suite. Le premier cas d'usage, c'est le cas de Villa Azurea. Donc, Villa Azurea, c'était un programme immobilier qui a pris place à Sainte-Maxime, donc à côté de Saint-Tropez. Et en fait, ils avaient une problématique sur la vente de leur maison, c'est qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. C'était un programme qui ne se vendait pas, notamment parce qu'ils n'avaient pas les contacts nécessaires pour arriver à vendre ce programme-là. Et donc, l'objectif était de réaliser une landing page, donc un site internet très simple, une seule page, dont l'objectif était de récupérer des contacts. Et là, sur cette problématique-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle la partie système 1 du cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau, dans la prise de décision, il a 2 systèmes. Un système 1 qui est un système rapide, mais qui est un système biaisé, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions sur une partie très, très minime des informations. Et puis, si jamais le système 1 il est mis en défaut et qu'on n'arrive pas à prendre la décision sur une quantité très, très faible d'informations parce qu'on n'en a pas assez, parce qu'il faut intégrer des données supplémentaires, parce qu'il y a de la réflexion à faire, et bien à ce moment-là, le système 1 est mis en défaut et c'est un système 2 qui rentre en jeu. Et le système 2 qui est un système du coup plus complexe, mais surtout qui nécessite beaucoup plus d'énergie et qui va réussir à intégrer d'autres données, notamment des données de résolution de problèmes et aussi des données de l'avenir et puis des données plus complexes. Si vous voulez, pour vous faire une image, c'est la différence entre acheter une barre de céréales et acheter une maison. Voilà, si on n'est pas agent immobilier, a priori, acheter une maison, on ne le fait pas toutes les quarts de seconde, donc c'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'expérience, donc c'est quelque chose sur lequel le système 1 il n'arrivera pas à se décider. Acheter une barre de céréales ou des chips ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent. Donc, on n'a pas besoin d'y passer 50 000 ans. Donc, c'est quelque chose sur lequel le système 1 va être sollicité. Là, sur ce truc-là, alors c'est pas sur acheter une maison que le système 1 il est en jeu, mais par contre, c'est sur la décision de laisser ou pas ses coordonnées sur le site. Ça, parce que là, on n'est pas en train d'acheter une maison, on est en train juste de se dire est-ce qu'on est intéressé ou pas. Et sur laisser ses coordonnées sur le site, là, par contre, c'est du système 1. Et du système 1, ça veut dire qu'on va se baser sur du système visuel.
Ça veut dire qu'il faut utiliser un paradoxe qu'on appelle le paradoxe du choix. Et le paradoxe du choix nous dit que plus on a de choix possibles pour prendre une décision, moins il y a de chances qu'on décide quoi que ce soit. Et en digital, ça se traduit par plus il y a de boutons, moins il y a de chances qu'on clique quelque part. Et puis, on va aussi appliquer le concept du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'en fait, si vous demandez à quelqu'un de donner vos coordonnées, il aura plus tendance à le faire si vous lui donnez quelque chose en retour. Et là, notamment, on avait toutes les données très précises sur le projet et tout ça qui étaient données en échange des coordonnées. Donc, tout ça, c'est des petits tips qu'on va mettre en place sur des sites comme ça et qui vont nous permettre d'arriver à l'objectif final en sachant, et je fais un petit focus assez important là-dessus, c'est que là, ce site-là, il a été développé. Alors, il est plus en ligne, malheureusement, parce que c'est bon, ils ont eu leurs coordonnées. On a réussi à avoir 50 contacts par jour pendant 2 semaines. Donc, ils ont eu tout ce qu'il leur fallait. Mais il a été aussi développé dans une méthodologie mobile first. Et ça, il faut y faire attention des fois quand on développe des solutions. Il y a des solutions qui sont plus utilisées sur mobile que sur desktop ou sur tablette que sur autre chose. Cette utilisation comme ça du device principal, elle est hyper importante parce que les données sont pas les mêmes. L'organisation n'est pas la même. En desktop, on est sur clavier, sur souris. En mobile, on est principalement sur tactile. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ dans le développement de l'interface. Et on verra plus tard, j'ai à peu près la même méthodologie que Twito, et notamment dans les objectifs et l'analyse de départ, il y a ces enjeux-là qui rentrent en jeu. Quels sont les devices qui sont utilisés pour l'interface? Continue avec un autre exemple, peut-être plus parlant pour vous, sur de l'intelligence artificielle. Donc, Mperl est une solution en ligne d'intelligence artificielle au service du recrutement qui va matcher je vais y arriver, des offres d'emploi avec des profils de personnes qui vont j'arrive plus, j'ai tous les mots en anglais qui m'arrivent, avec des profils de personnes qui vont proposer leurs compétences pour ces emplois-là. Donc, il y a un logiciel d'intelligence artificielle qui tourne derrière. Leur problématique, c'est qu'ils ont un questionnaire client pour les deux parties, donc les entreprises autant que les potentiels futurs employés, qui sont très complexes, qui sont très longs et que les gens sont obligés de remplir de la bonne manière parce que sinon l'intelligence artificielle n'arrive pas à tourner. Donc, on est sur cette question de comment est-ce qu'on obtient la donnée quand on est de l'intelligence artificielle. Et là, il y a une problématique qui est importante, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la charge mentale, c'est quelque chose d'extrêmement limité. Comme c'est quelque chose d'extrêmement limité, on va chercher à s'en servir principalement pour ce qui est l'effort principal relatif à l'interface. Donc ici, l'effort principal, ça va être se remémorer son passé, ses expériences et tout ça, et puis arriver à les retranscrire dans l'interface. Tout ce qui n'est pas lié à cet effort principal doit être sursimplifié, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'interface. Donc, je reviens en arrière, j'enregistre, je modifie, tout ça, on minimise le poids de ces interactions-là au maximum. Et pour minimiser le poids de ces interactions-là au maximum, on va se baser sur des représentations communes. Donc, c'est-à-dire, toutes ces actions-là, on sait que tout le monde les fait à peu près de la même manière. C'est un peu, si vous voulez, des fois, imaginons que vous avez votre cuisine et puis un jour, vous avez eu votre cuillère en bois, elle a toujours été rangée dans le même tiroir, exactement au même endroit pendant 15 ans. Et puis un jour, vous décidez de ranger votre cuisine et votre cuillère en bois, vous la rangez à un autre endroit. Il y a de grandes chances que pendant les quelques semaines qui précèdent, les premières semaines après le rangement, votre cuillère en bois, vous alliez toujours la chercher au même endroit, dans le même tiroir, même si vous l'avez changé d'endroit. Eh bien, ces interactions-là, c'est exactement la même chose. Donc, on va chercher à ne pas les changer, justement, parce qu'on va chercher à minimiser l'effort cognitif pour pouvoir les retranscrire. La personne, on va chercher à faire en sorte qu'elle y mette le moins d'efforts possible. Donc, fermer, enregistrer, revenir en arrière, aller à l'étape suivante, tout ça, c'est des trucs qui doivent être simples pour justement que la charge cognitive elle soit concentrée sur l'effort principal. Derrière, on ajoute une notion aussi de satisfaction et d'engagement. Et pour ça, on va avoir une petite balance à faire entre le contrôle qu'on va donner à l'utilisateur, parce que c'est important de lui donner du contrôle pour générer de l'engagement, et le contrôle qu'on va donner à l'interface, ce qui est important notamment pour éviter les erreurs.
Pour ça, en fait, il y a la différence, si vous voulez, c'est que par exemple sur mPerl, ce qu'on va chercher à faire notamment, c'est qu'ils puissent remplir les petites étapes, donc formation, expérience professionnelle et tout ça, un peu dans l'ordre qu'ils veulent. Là, on leur donne du contrôle. Par contre, si jamais il y a des dates à mettre, par exemple, des périodes de telle date à telle date, on va mettre du contrôle de l'interface dans le sens où on va faire en sorte que la date antérieure, elle soit bien avant la date postérieure. Ça, c'est du contrôle d'interface pour minimiser les erreurs. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Donc, il va y avoir une balance comme ça à faire entre je donne du contrôle à l'utilisateur, mais je garde un certain contrôle, notamment pour minimiser les erreurs. Dernier exemple, on revient à un truc encore plus complexe, NoSoft, qui est une solution no-code pour générer son application. Donc, c'est une solution qui est purement visuelle, dans laquelle on va chercher à faire, on va créer des écrans, on va chercher à faire des liens entre les écrans pour pouvoir générer le passage d'un écran à l'autre. On va créer des boutons, on va créer des comportements pour les boutons et tout ça. Donc, de l'application pure, mais sans code, et donc potentiellement pour des gens qui ne savent pas coder. Et ça, c'est important. Donc, la notion très importante sur NoSoft, c'est déjà, il y a une notion qu'il faut comprendre, il y a une notion d'apprentissage, c'est-à-dire quand on va arriver sur l'interface dans un premier temps, il y a une phase d'apprentissage qui est importante et qu'il ne faut pas négliger, même si l'interface est intuitive. Et puis, il y a après une problématique à long terme qui est une problématique d'utilisabilité. Alors, sur ces questions-là, on va faire rentrer une notion en compte supplémentaire qui est une notion de usability. Donc, c'est la notion dont je vous parle sur le slide, qui intègre tout un tas de sous-notions, mais qui est en fait la notion de rendre l'interface facile à utiliser parce qu'on va donner à l'utilisateur l'ensemble des notions dont il a besoin pour utiliser l'interface. Et ça inclut la notion d'apprentissage, mais aussi la notion d'efficacité, donc d'utilisation de l'interface à long terme, la mémorabilité qui est la notion de je suis partie de l'interface, je reviens, je me souviens comment elle marche, les erreurs qui sont la prévention des erreurs qui va être très importante et la satisfaction client. Et l'utilisabilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une notion qui se teste énormément et tout ce dont je vous ai parlé là, c'est les sciences cognitives nous permettent d'avoir une bonne base, une bonne compréhension de base du problème, donc de partir d'une proposition d'interface qui est déjà bien construite. Mais pour vraiment aller vers quelque chose d'extrêmement fonctionnel, l'important aussi, c'est de tester. Et c'est sur là que je vous dis que je rejoins beaucoup la présentation de Twito qui a été faite avant. La méthode de BeMind est relativement la même. On a une phase d'analyse qui est une phase extrêmement importante où on va comprendre les objectifs du client, mais aussi comprendre les comportements utilisateurs, quel est le besoin, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment est-ce qu'on y répond, quelles sont les notions cognitives qui vont être impliquées là-dedans. Donc, est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est du système 1? Est-ce que c'est du système 2? Est-ce que c'est de la fidélité? Voilà, là, on va aller chercher en cognition ce qu'on sait sur le cerveau humain. Le parti pris de BeMind, c'est de ne pas faire de tests d'interview utilisateurs. Donc, je fais des tests utilisateurs, mais je ne fais pas des interviews utilisateurs. Donc, je ne vais pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent que l'interaction devrait être, comment est-ce qu'ils pensent qu'ils prennent leurs décisions, parce que la réalité des faits et la manière dont le cerveau fonctionne, c'est que les utilisateurs ne sont pas capables de répondre à ces questions. Par contre, ce que je fais par la suite, et c'est hyper important, c'est de générer des prototypes, donc de la même manière que Twito le fait, des prototypes des interfaces utilisateurs et ensuite de les tester et notamment de faire ce qu'on appelle des usability tests et je reviendrai sur ça plus tard. Et donc, ces tests-là nous permettent de générer un cahier des charges précis, ergonomique, sous forme de wireframe, donc qui sont en fait des prototypes de l'interface utilisateur que du coup, vous allez pouvoir développer après derrière. Ça n'est pas le cœur de métier, à l'inverse de Twito, du coup, de BeMind, de développer la solution et de faire de gérer, de prendre en main la phase de développement. Par contre, c'est quelque chose qu'on suit de très près forcément parce que ça a un impact sur la réussite du projet. Et moi, je suis vraiment sur cet aspect conception. Et sur cet aspect conception, ce qui est important, c'est que, moi je dis toujours, c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. La phase d'analyse, c'est une phase où on se pose les bonnes questions et la phase de test, c'est une phase où on obtient les bonnes réponses. Et si on fait ça très, très bien, du coup, potentiellement, on génère des projets dont on sait qu'ils vont avoir l'adoption de l'utilisateur final. Et ça permet de gagner un temps fou. Après, par la suite,
Donc, juste un petit slide pour se dire, parce que quand on le fait tout bien dans l'ordre et tout ça, forcément, tout se passe bien. Après, il y a plusieurs étapes. À chaque étape, potentiellement, on peut avoir des objectifs différents et du coup, des approches de tests différentes et donc des méthodologies différentes. Si on veut, on est vraiment à l'état élaboration d'une stratégie, il y a certaines approches qualitatives qui sont intéressantes. Si on est plus sur une partie conception, exécution, ben là, on va avoir potentiellement des usability tests et des tests qui sont un peu plus on va dire qualitatif et quantitatif sur l'interface elle-même. Et puis, on a aussi des tests qui sont sur l'évaluation de la performance, potentiellement sur une solution qui déjà existe et sur laquelle on va essayer de dire, OK, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer encore plus? Et donc là, il y a aussi des tests qui sont relatifs à cette étape-là de développement. Alors, je vous parlais de prototypes tout à l'heure. Les prototypes, je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être quoi? En fait, moi, je travaille beaucoup avec des prototypes papier, hein, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure. Des maquettes papier, carton, ça marche très bien. Dans les premiers temps, en général, c'est ce que je fais. Après, on a des solutions pour générer des prototypes fonctionnels avec potentiellement des maquettes. Et là, on peut le faire soit sur des maquettes qui sont designées, donc en utilisant le prototype designé, soit sur des maquettes qui ne le sont pas forcément. Donc, on n'est pas obligé de passer par la phase design. On peut faire quelque chose que moi, j'appelle des démoches, en fait, qui sont des démos de l'interface, mais en mode moche. Et du coup, pour vous montrer que ces prototypes-là, c'est pas quelque chose qui est coûteux. C'est quelque chose qui est rapide à faire. C'est quelque chose qui est simple à faire. Et c'est quelque chose qui va, par contre, répondre à énormément de questions et vous mettre dans la bonne direction préalablement à l'implémentation de la solution. Donc, derrière, quelques exemples de tests utilisateurs qu'on peut faire. Donc, il y a les tests d'eye tracking. Aujourd'hui, moi, j'ai une solution d'eye tracking qui est simple et facile à utiliser et qui permet de savoir où est-ce que l'attention de l'utilisateur va se porter et notamment de vérifier potentiellement sur des solutions web que le call to action, il est placé au bon endroit. Là, par exemple, sur l'exemple, on voit que le call to action essayer un essai gratuit, il n'est pas du tout dans l'attention visuelle de l'utilisateur et que c'est potentiellement une des explications pour lesquelles personne ne s'inscrit à l'essai gratuit. On a aussi le mouse tracking, le mouse tracking qui va nous permettre notamment de voir l'hésitation des gens. C'est ça le point principal du mouse tracking, c'est de regarder si les gens hésitent ou pas dans leurs actions. Et notamment, alors le mouse tracking, ça va être hyper important dans les tunnels d'achat. Ça va être hyper important en fait dans toutes les phases de logiciel qui doivent être très rapides et très intuitifs. Parce que c'est pas le cas forcément de tous les logiciels. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos softs, il y a des phases qui effectivement sont intuitives, mais dans lesquelles on est concentré, on est dans la phase de conception, on est dans des phases de voilà. Puis après, les phases de j'enregistre, je passe à l'étape d'après, voilà, tout ça, ça va être des étapes qui sont très simples et dans lesquelles par contre on doit avoir 0 niveau d'hésitation. Et donc sur ça, le mouse tracking est assez important. La dernière photo, c'est les usability tests. Donc c'est des tests utilisateurs dans lesquels on va générer une tâche pour l'utilisateur et puis on va lui demander de penser à haute voix. Alors ça a l'air hyper bête comme ça, mais en fait c'est très compliqué à faire parce qu'il y a une interaction entre l'utilisateur et la personne qui réalise l'interview. Et cette interaction-là, elle peut générer un certain nombre de biais. Donc c'est très important que ce soit très bien fait et que ce soit pas fait. C'est pas du tout de l'amateurisme, ça peut pas être fait par n'importe qui. C'est une formation qui est très importante parce que si on a des biais dans ces expériences-là, on peut avoir vraiment les mauvaises réponses. Et là, c'est problématique. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais en tant que porteur de projet, je vous déconseille de le faire parce qu'en général, je vous déconseille de le réaliser vous-même. Parce qu'en général, quand on réalise son propre projet, en fait, on est très biaisé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup envie que les choses avancent dans la vision dans laquelle on a envie de créer et que ça aille dans le sens dans lequel on a envie que ça aille. Et du coup, on a tendance à mettre les sujets dans un état mental où ils vont répondre oui à nos questions, en fait. Donc ça génère vraiment énormément de biais. Donc voilà, après, c'est pas le cas forcément de tout le monde, mais c'est quand même une grande majorité. Donc je vous déconseille de le réaliser vous-même quand vous avez autant d'implications dans vos projets. Ah oui, on n'est pas tout seul. Donc c'est juste aussi pour vous dire, donc BeMind, c'est quand même une boîte qui n'est pas énorme pour l'instant, mais s'il y a des projets qui sont vraiment importants, moi je suis concentrée sur cette partie conception, mais j'ai des partenaires sur la partie développement de projet, implémentation. Et aussi sur la partie design et potentiellement des partenaires scientifiques également pour pouvoir répondre à des projets qui peut-être sont plus importants, qui peut-être sont plus complexes.
donc sur notamment le LPNC, qui est un laboratoire qui travaille exclusivement sur du neuromarketing. Donc sur tous ces aspects-là de tests utilisateurs, ils sont excellents. Donc s'il y a des projets qui sont peut-être plus complexes, du coup, forcément, on pourra avoir des réponses plus complexes. Voilà, fin de cette présentation. Merci de m'avoir écouté. Je pense qu'on va répondre à vos questions tranquillement. Oui, merci beaucoup, Jane. C'était passionnant et vous pourriez être prof dans une seconde vie. Il y avait une pédagogie naturelle, c'était admirable. Il y avait une petite question juste qui vient d'être posée, mais je vous la pose avant de revenir vers Jérôme pour Twito. C'était une personne a posé la question, c'est quoi un démoche? Est-ce qu'on peut le traduire par wireframe? Alors, oui, c'est possible. C'est à peu près la même chose. C'est un peu le mot français, on va dire, du wireframe. Donc, c'est un peu la maquette qu'on va faire de départ, qui est juste avec le zoning. En fait, c'est une maquette qui n'est pas designée, donc du coup, qui est moche par principe. Et c'est pour ça que moi, j'appelle ça une démoche. Mais oui, c'est aussi, certaines personnes appellent ça les wireframes. Et puis, les designers, ils appellent ça du zoning. En fait, dans chaque prestataire a sa manière d'appeler ça. D'accord. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions à BeMind, puisque c'est tout frais. Et puis, c'est vrai qu'on a appris plein de nouvelles notions là, avec les paradoxes du choix, le donnant-donnant, la charge mentale, la notion de mémorabilité. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions pour voilà, creuser l'expertise et puis finalement peut-être affiner vos projets. Alors, Jérôme, j'ai une question pour vous. Twito donc, semble fournir des services de design. Mais comment développez-vous vos HMI, coding tool ou not coding tool? Ça vous parle cette question? Oui. En fait, nous, on va travailler avec nous. Donc, les services de design. Déjà, pour répondre à la première question sur la partie services de design, on a beaucoup sur la partie UX pure, donc l'analyse, l'observation, et typiquement, on va s'appuyer sur des partenaires qui peuvent être très facilement BeMind, on a vu les champs d'application, mais on va s'appuyer sur des partenaires. Donc nous, on va avoir, mais sous notre contrôle, parce que comme on l'a vu un petit peu plus tôt, chaque cas demande un petit peu une expertise particulière. Donc, souvent, on va travailler avec des partenaires de l'UX qui vont faire la partie analyse, observation, ce genre de choses. Après, nous, on va travailler beaucoup sur la partie design, prototypage et déploiement. En fait, nous, on va fournir, sur la partie IHM, on va vraiment fournir sur des API qui vont aller s'intégrer avec la système machine, la machine de l'information qui vient de notre client. On va pas faire le métier de notre client, on va pas aller travailler sur les informations, la collecte de data. Par contre, on va on va fournir les outils, le framework qui fait qu'on va pouvoir exploiter ces data et créer l'interface homme-machine. Ok, merci. Alors, une question pour vous, Jane. Par rapport, c'est vrai, au laboratoire, enfin, aux partenaires scientifiques que vous mentionnez dans votre dernière slide. Je crois que c'était le laboratoire LPNC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il est dans la région ou non? Et puis sinon, peut-être avec quel autre laboratoire? Le LPNC, il est à Grenoble. D'accord. Grenoble, grand centre scientifique hyper. Moi, je les connais parce que j'ai fait mes études là-bas, en fait, donc c'est comme ça que je les connais. Et ils ont un pôle qui est vraiment spécialisé en neuromarketing. C'est pour ça que je travaille avec eux. C'est un des seuls en France qui est vraiment surspécialisé là-dedans. Après, à Marseille, il y a un pôle qui est intéressant, qui est la Fédération des 3C, avec lesquels je suis en contact aussi. C'est cerveau, cognition, comportement, et sur lequel ils ont des spécialités aussi dans le langage et ils ont des spécialités dans le light tracking. Et donc voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a nécessité de faire des tests utilisateurs très poussés parce que le projet le requiert, il y a ces possibilités-là toujours de faire appel à des forces scientifiques qui sont notamment sur la création de… Parce que là où c'est important, ça va être sur la création des expériences elles-mêmes, des protocoles expérimentaux.
et la mise à disposition potentiellement du matériel également, donc les eye trackers, parce que en cognition on peut aller encore plus loin, hein, on peut faire de l'EEG, on peut faire plein de choses, on peut faire de l'imagerie fonctionnelle, enfin on peut imaginer plein de choses. Moi j'ai beaucoup travaillé en EEG notamment, donc en EEG on peut mesurer des émotions assez facilement, il y a certaines choses qu'on peut mesurer qui sont intéressantes. Donc si le projet le nécessite, il y a cette force supplémentaire là qui est activable rapidement et facilement parce que ça fait partie de mon réseau qui suivent le projet depuis le début et qu'ils sont très présents avec moi sur toute la notion scientifique. Moi, je leur envoie des mails régulièrement sur OK, j'ai tel sujet en ce moment, est-ce que vous avez des articles scientifiques intéressants pour moi par rapport à ce sujet-là, ce sujet-là. Donc, c'est des interactions qui sont régulières, connues et qu'on peut activer rapidement. Et l'Institut Cognition est en fait je ne sais pas si vous connaissez les instituts Carnot Cognition, c'est des instituts dont l'objectif est de faire le lien entre les laboratoires et les industries. Donc, eux, c'est leur travail quotidien d'arriver à générer des projets comme ça. D'accord, le transfert de technologie du labo vers l'industrie, d'accord. Voilà. Une question pour vous, Jérôme, pour Twito, quand vous dites que vous faites des boucles itératives pour voir ce qui marche ou pas, quelles métriques prenez-vous en compte? Et est-ce que vos résultats sont publiables, publiés ou consultables? Dans certains cas, on peut publier. À l'heure d'aujourd'hui, les différents tests qu'on a fait, malheureusement, enfin, très souvent, on va développer pour un client. Donc, nous, on a des projets clients. La plupart de ces choses-là lui appartiennent. Donc, on développe à façon pour lui. Et dans les derniers cas, c'est plutôt confidentiel. C'est-à-dire que le client ne diffuse pas. D'ailleurs, on diffuse assez peu d'images de nos réalisations parce que pour des accords de confidentialité et de secret industriel. Dans certains cas, surtout quand on passe sur des interfaces homme-machine, dans certains secteurs très concurrentiels. Après, nous, sur la notion de itératif, on apprend, on continue à apprendre. On peut partager un certain nombre de notions, sur ce qu'on sait de la gestuelle, ce qu'on sait de la reconnaissance vocale, quels sont les échanges ou pas qu'on peut faire. Effectivement, on travaille, on va commencer et continuer à travailler sur la publication de livres blancs de ce qu'on voit et de ce qu'on apprend en fonction des modes d'interaction. Oui. Je pense qu'on va mettre un accent là-dessus cette année. D'accord, vous plus d'accord, parce qu'effectivement, il y a une question d'ailleurs commune finalement à BeMind et à Twito, c'est est-ce que vous avez de la lecture à conseiller pour mieux comprendre les différents sujets présentés? Donc c'est vrai que c'est… Oui, tout à fait. Je voulais intégrer. Je peux faire passer à travers vous, Fabienne, éventuellement, si à l'occasion. Les gens qui sont intéressés peuvent me joindre. Mais effectivement, je peux aussi envoyer quelques ressources intéressantes que je voulais mettre à la fin du deck, mais ça faisait trop long. Mais il y a pas mal de ressources très intéressantes sur l'UX. Sur le prototypage, sur les itérations, oui, il y a pas mal de choses qui valent la peine d'être regardées. Pas mal de métriques de façon comment on mesure ou pas. Alors, en ce qui concerne les lectures, moi, sur tout ce qui est la compréhension des biais cognitifs et tout ça, il y a un livre qui est un peu la bible de cet aspect-là, c'est le livre Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Voilà, je pense que les gens connaissent, en général, c'est assez connu, prix Nobel d'économie. Et c'est lui qui a été un peu le fondateur de l'économie comportementale. Donc là-dessus, après en UX Design, j'en ai un qui s'appelle UX Design de je sais plus qui, donc je vous le dirai potentiellement par mail, je me souviens plus de l'auteur, mais qui résume bien un petit peu ces notions effectivement du UX Design avec les méthodologies, tout ça. Et après, sur tout ce qui est les petits tips du cerveau humain, il y en a un qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours de Albert Mokaiber, c'est un livre très agréable à lire. Alors, c'est pas du tout scientifique. Daniel Kahneman est un livre agréable à lire, mais très scientifique. Celui-là, pas du tout. C'est un peu l'explication de tous les petits tours que votre cerveau vous joue tout le temps, les biais cognitifs, comment ça marche. On revient sur le paradoxe du choix, on revient sur plein de choses comme ça. Et c'est écrit par rapport à votre quotidien. Alors, c'est pas du tout UX design, du coup, c'est pas du tout orienté là-dedans.
mais c'est vraiment orienté compréhension du cerveau et de la manière dont ça fonctionne. Il y a une partie sur les fake news, il y a une partie sur le mariage, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Très agréable à lire, super sympa, et c'est un chercheur qui l'a écrit, qui est un chercheur très actif sur tout ce qui est sciences cognitives. Donc voilà, très sympa. Et juste pour revenir un peu sur la question des métriques, donc déjà, c'est vrai qu'en général, c'est nos clients qui décident de publier ou pas les données. Hein, c'est pas du tout notre responsabilité parce que ça leur appartient, premièrement. Et deuxièmement, en fait, les métriques, ils sont complètement liés aux tests utilisateurs qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fonction du test qu'on fait, on va pas avoir les mêmes métriques potentiellement sur du mouse tracking. Moi, j'ai une métrique un peu particulière qui est un truc scientifique où on fait un espèce de rapport entre la trace et l'accélération. Enfin bon, bref. Mais pour dire que la métrique est complètement liée au test utilisateur qu'on fait. Et puis, des fois, c'est du qualitatif. Et quand il y a du qualitatif, il n'y a pas forcément quelque chose de mesurable. Mais par contre, c'est du retour client. Donc, voilà, juste pour compléter cette réponse-là. D'accord. Une question, Jérôme, on va bientôt terminer parce qu'on a un petit peu dépassé l'heure, mais Jérôme, chez vous, donc chez Twito, finalement, combien d'UX designers avez-vous ou d'interaction designers vous avez dans vos équipes en interne? Combien de user researchers et combien d'ergonomes? Aujourd'hui, nous, encore une fois, c'est ce que j'insistais là-dessus. Donc, encore une fois, Twito, on travaille nous depuis, enfin, on existe depuis 2018. Nous, aujourd'hui, on a, on va dire en interne, on a un user, un UI designer, donc qui travaille avec nous sur tous nos projets. Et après, on va s'appuyer encore une fois beaucoup sur l'expertise des UX designers partenaires qui vont apporter eux leur expertise de diversification parce qu'ils ont travaillé sur tout un tas de différents métiers. On a tout un réseau, un peu à l'image de BeMind aussi, on a un réseau. En fait, il va falloir aussi travailler avec l'UX designer qui va pouvoir apporter la meilleure qualité par rapport au cas qu'on va étudier. On vient de finir des travaux importants dans le secteur médical sur l'interface utilisateur. On a travaillé avec des designers industriels, on a travaillé avec des designers de comportement. Donc voilà, nous on est là. Après, nous on va se concentrer beaucoup, on va apporter beaucoup de valeur sur la partie prototype design. En développement. Donc là, on a des forces vives en développement. On commence à intégrer des forces vives en IA pour toute la partie développement R&D en particulier, on va dire sur la partie reconnaissance vocale. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que nous on va staffer. Mais nous, on va vraiment s'appuyer sur un réseau de prestataires reconnus qui peuvent répondre à toutes ces questions. Mais là, on va petit à petit, on staffe en interne, on comprend les besoins, on intègre. D'accord. Alors, une dernière question peut-être. Répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Une dernière question peut-être à BeMind qui concerne justement l'IA dont tu as parlé aussi, Jérôme. Il manque quelques mots dans la phrase, j'espère que j'ai bien compris. Est-ce que je pourrais avoir des exemples de problématiques de l'IA à traiter avec, par exemple, donc le formulaire s'il n'est pas rempli avec des contraintes très strictes? Donc, quelle technologie est utilisée? Est-ce que c'est l'utilisation du Natural Language Processing? Et cette personne dit, j'avais dans l'idée que utiliser l'IA permettait justement de se libérer de contraintes très fortes. Alors, en fait, c'est une question qui est compliquée parce que ça dépend beaucoup de la manière dont le logiciel d'intelligence artificielle a été créé. En fait, les logiciels d'intelligence artificielle, ils vont récupérer cette donnée-là et puis ils vont l'utiliser et s'en servir pour arriver à générer leurs résultats. Si le logiciel d'intelligence artificielle, il a été entraîné sur de la donnée contrainte, à ce moment-là, on va être obligé de contraindre l'utilisateur à donner cette donnée de cette manière-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais par exemple, si je sais pas si on doit, par exemple, reprenons l'exemple d'Emperl, on a un encart, il faut qu'on raconte notre première expérience d'emploi. Je sais pas, premier emploi, il faut qu'on donne notre première expérience d'emploi. Il s'avère que l'intelligence artificielle, lui, ce qu'elle prend, c'est que les mots-clés. Est-ce que c'est pas plus intelligent de demander que des mots-clés plutôt qu'un texte complet? Vous voyez, il y a ces manières-là de, si l'intelligence artificielle utilise de la donnée contrainte, à ce moment-là, on va essayer de contraindre gentiment, tranquillement, doucement l'utilisateur à donner la donnée de la manière dont on va l'utiliser.
Après, on peut faire du texte et utiliser un autre logiciel d'intelligence artificielle qui va nous ressortir les données dont on a besoin et qui, du coup, va la réintégrer dans le logiciel d'intelligence artificielle. Mais c'est là où il faut comprendre que l'intelligence artificielle prend de la donnée. Si cette donnée, elle est nécessaire d'être contrainte d'une certaine manière, à ce moment-là, c'est pas inintéressant de la contraindre au niveau de l'utilisateur si ça ne met pas en péril de façon gravissime l'expérience utilisateur et qu'au contraire, moi, c'est mon travail d'arriver à trouver des solutions pour que justement ce soit fait dans de bonnes conditions, sans frustration, sans complexité et tout ça. En fait, c'est plus simple des fois de juste demander la donnée de la manière dont on va s'en servir après derrière. Si l'intelligence artificielle, elle utilise des données brutes, bah, à ce moment-là, on demande de la donnée brute, c'est pas grave. Ça dépend vraiment, c'est adapté à la solution d'intelligence artificielle qui est développée derrière. Moi, je peux pas répondre à cette question de manière empirique. D'accord. Peut-être une dernière question, peut-être Jérôme ou à Jane. Avez-vous déjà entendu parler d'un logiciel modifiant leur interface à partir des usages des utilisateurs, facilitant effectivement son utilisation? Ou alors est-ce que cette approche n'est pas encore mature pour être mise en place? Des ressources intéressantes sur le prototypage. Jeanne, vas-y. Alors moi, je sais que ça existe déjà, notamment c'est utilisé par vente privée. C'est une solution américaine et c'est basé sur du mouse tracking exclusivement. Et c'est pas dans des trucs de facilitation d'utilisation, c'est plutôt d'un côté marketing, pub pur. Donc les interfaces, a priori, si vous faites des comptes vente privée chacun et que vous en servez régulièrement, vous n'aurez pas tous les mêmes interfaces parce que l'interface s'adapte en temps réel et c'est basé sur le mouse tracking exclusivement. Donc voilà, on vous place le bouton à gauche ou à droite, on vous place la photo du vêtement à gauche ou à droite. Alors je suis pas sûre qu'en termes de conversion, ça soit vraiment exceptionnel. Je connais pas les résultats de vente privée, hein. Je sais qu'ils s'en servent, mais je sais pas si ça a vraiment un impact majeur sur la conversion et sur l'utilisabilité de la solution. J'en suis pas certaine parce que je pense qu'il y a des problèmes sur les sites internet bien plus importants que ça. C'est vraiment quelque chose qui vient à un niveau très très supérieur et le site vente privée. Ça reste très gadget. Ça reste très gadget ouais, voilà. encore aujourd'hui et ça va pas vous apporter. Enfin, on connaît, on suit, on regarde parce qu'effectivement ça a une forme d'intérêt, mais il faut faire attention. Ça reste encore aujourd'hui quand même assez gadget pour le web et pour le e-commerce. Oui, je pense professionnellement, ça paraît difficile. Si on regarde les sites web en termes de usability, on a des étapes à passer avant d'en arriver là, quoi, qui sont bien plus importantes que celles-là et qui ont des impacts sur les taux de conversion qui sont beaucoup plus intéressants. Ok. Écoutez, merci beaucoup pour vos questions, vos réponses, vos présentations et toute cette pédagogie et de sensibilisation que vous avez fait. C'était vraiment passionnant. J'invite chaque auditeur à réécouter le replay qui sera en ligne, je pense, allez, lundi peut-être sur le site web du pôle SCS, accessible à tous. Et puis les présentations, si vous m'y autorisez, Jérôme et Jane, je les mettrai en accès membre. Merci encore beaucoup pour votre expertise et le partage de votre expertise. Je pense que ça, c'est quand même très agréable pour l'écosystème. Juste un petit rappel des prochains WebTech finalement qui peuvent vous intéresser, qui sont sur des sujets très différents. Le prochain, donc, c'est le 28 janvier, donc dans 14 jours, dans 2 semaines, à 11h par contre, sur l'hébergement de données et le cloud, qui choisir, notamment l'hébergement aussi de données sensibles et médicales. On verra ça aussi avec Médian, avec des cas d'usage et une illustration de l'expertise de TAS Group. Le 11 février, ce sera sur les plateformes IoT, comment déployer votre projet IoT en 5 jours et à moindre coût, donc avec l'expertise de IoThink Solutions à 11h également. Et puis, j'ai mis quelques dates qui sont allées à confirmer, mais qui sont quand même, qui ont de bonnes chances d'être confirmées dans les grandes lignes, notamment parce que le contexte sanitaire, évidemment, nous empêche d'être sûr à 100% que on fera des réunions en présentiel, mais en tout cas, on le fera en mode hybride, ça c'est sûr. Ce sera le 6 avril, une rencontre véhicule intelligent, véhicule connecté pour vous aider à mieux comprendre les enjeux, les problématiques des grands acteurs, des grands constructeurs, mais aussi des partenaires sur le domaine du véhicule connecté, sécurisé
est intelligent et autonome. J'ai fait une petite faute le 29 avril, ce sera le groupe thématique, une réunion du groupe thématique microélectronique. Le 11 mai sur tout ce qui est intelligence artificielle et big data, a priori chez HPE à Sofia. Le 20 mai sur la sécurité numérique, le 27 mai tout ce qui est IoT, capteurs, objets connectés, et puis l'Assemblée générale du pôle SCS à l'école des mines de Gardanne, où sera notamment présentée une mise à jour des feuilles de route. Voilà, et puis voilà, j'ai tout dit, hein, le replay. Les publications qui sont aussi publications livres blancs ou autres qui sont téléchargeables sur le site du pôle SCS, et je peux peut-être finalement en mettre une ou deux que vous avez suggérées, si ça peut intéresser l'écosystème SCS. Voilà, je vous remercie vivement Jérôme et Jane pour le partage de Merci à votre vous. expertise, et puis je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être plein de projets de business avec les éditeurs. Oui. Je voulais juste ajouter, surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques, même par curiosité, sur LinkedIn ou par mail. Je réponds toujours. En général, après les webinaires, il y a des gens qui ont plein de questions à poser sur la cognition et tout ça. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je suis dispo, je réponds tout le temps. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour cette disponibilité mise à disposition de l'écosystème SCS. Voilà, merci à tous et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Très bientôt. Au revoir.